Bonjour et bienvenue sur LCP. Ce mardi 26 novembre, les députés débattent du Mercosur. Vous connaissez cet accord très décrié en cours de finalisation entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Ce traité, s'il était appliqué, permettrait la quasi-suppression des droits de douane pour les exportations de ces pays vers l'Europe, notamment pour le sucre, le maïs, la viande bovine ou encore la volaille. Les agriculteurs ne veulent pas entendre parler de cet accord. Ils craignent des importations massives de bœuf aux hormones d'Amérique du Sud. La France, en l'état, refuse de signer l'accord Mercosur. Elle a été rejointe dans la bataille par la Pologne. On écoute tout de suite à la tribune la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. L'accord tel que la Commission l'envisagerait n'est pas acceptable et le gouvernement français et le président de la République s'y opposent donc pleinement, résolument. Mesdames et messieurs les députés, si cette opposition est ferme, elle n'a rien de doctrinaire et vous ne trouverez personne au gouvernement qui entende prohiber les échanges agricoles. Ne l'oublions pas, le secteur agricole est pour la France un véritable vecteur de puissance au plan mondial. Si nous nous opposons à cet accord, ce n'est pas par dogmatisme mais par pragmatisme, parce que les craintes graves qu'il a fait naître chez nous n'ont pas su trouver de réponse en 25 années de négociations. Les premières de ces craintes sont économiques et sanitaires. Nous ne pouvons plus continuer de donner aux agriculteurs le sentiment de n'être qu'une monnaie d'échange à l'international. Au regard des évolutions de la géopolitique de l'alimentation, je veux le dire clairement, reléguer notre souveraineté alimentaire en objectif de second rang est une folie. La ministre de l'Agriculture déterminée à ne pas brader la souveraineté alimentaire de la France. Elle s'exprime dans le cadre du débat à l'Assemblée sur le Mercosur, accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique latine qui suscite, on le sait, la colère du monde agricole. Alors les députés sont eux aussi en majorité contre cet accord, synonyme pour eux de concurrence déloyale entre l'Europe et la France. Il se succède à la tribune pour le dire. André Chassaigne, président du groupe communiste, est le premier à porter le fer contre le traité Mercosur. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, chers collègues, voilà 25 ans qu'ont débuté les négociations sur l'accord de libre-échange dont nous parlons aujourd'hui. 25 ans d'opacité pour arriver aujourd'hui au même deal mis au frigo il y a 6 ans. Un accord d'un autre temps, d'un autre siècle, où le mythe néolibéral faisait encore rêver, où les vertus de l'expansion du commerce international étaient censées balayer toutes les craintes. Un siècle où la souveraineté alimentaire restait pour beaucoup un mot tabou. Un siècle surtout où la mesure du défi climatique et environnemental n'avait pas encore suffisamment pris corps dans nos sociétés. Quel constat faisons-nous un quart de siècle plus tard? D'abord, que les fondamentalistes du marché sont toujours au fourneau de la Commission européenne, que les mêmes chefs aux 12 étoiles nous mijotent les mêmes mets, avec les mêmes ingrédients, dans les mêmes casseroles, usant et abusant de la compétence exclusive qui leur a été transférée en matière de négociation commerciale avec l'adoption à marche forcée du sinistre traité de Lisbonne de 2007. Le constat aussi que pèsent si peu dans les orientations européennes les millions de tonnes de CO2, les millions d'hectares de déforestation supplémentaires de notre mère la Terre, les impacts sociaux et sociétaux inhérents au modèle de production intensif guidé par la seule rentabilité financière. Si ces accords sont aujourd'hui si contestés, c'est qu'ils sont aujourd'hui totalement dépassés au regard des grands défis humains et environnementaux du XXIe siècle, qui devraient guider toute l'action politique de nos États et a fortiori de l'Union européenne. Contrairement à l'habile communication qui accompagne leur promotion, ces traités n'ont pas pour objectif de construire des coopérations que nous souhaitons les faire, mais répondant aux défis climatiques, environnementaux, sociaux et en matière de paix mondiale. À l'opposé, ces traités portent des logiques dangereuses d'abaissement des droits et des normes, puisque leur socle est figé sur la tyrannie de la compétitivité prix, sur la baisse des coûts de production, sur la concurrence des systèmes productifs et des travailleurs du monde entier entre eux. L'obsession
que porte la Commission pour la conclusion d'accords de libre-échange s'inscrit dans une continuité idéologique. Elle fait suite à l'échec des négociations multilatérales du cycle de Doha au sein de l'OMC et aux impasses successives à l'adoption des traités multilatéraux comme l'accord sur le commerce et les services TISA. Je me dois de le dire aux repentis du tout marché de cet hémicycle, comme aux nombreux agriculteurs et éleveurs qui suivent nos débats aujourd'hui et s'insurgent à juste titre contre cet accord, les concurrences déloyales et l'ajustement sur les prix et les marchés mondiaux sont le fruit d'un capitalisme mortifère supposé bienfaiteur de l'humanité. Nous le savons tous. Les conséquences agricoles et alimentaires de cet accord sont majeures. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur la totale contradiction entre son contenu et l'impérieuse nécessité européenne de protéger notre agriculture durable? Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur l'insupportable image que donne l'Union européenne à ses producteurs en autorisant de fait l'importation de toujours plus de produits non conformes aux exigences réglementaires qu'elle leur impose elle-même? Que dire des 99 000 tonnes équivalent carcasses de viande bovine à droit de douane quasi nul, des 25 000 tonnes de porc et 180 000 tonnes de volailles sans droit de douane, autant de tonnages qui se cumulent avec ceux des différents accords déjà signés et de la dizaine en préparation. Que dire des productions végétales pour lesquelles quasiment tous les produits phytosanitaires interdits en Europe sont autorisés en Amérique du Sud? Stimulateurs de croissance, produits phytosanitaires, poursuite de la déforestation, absence de traçabilité de moyens réels de contrôle, bilan carbone, un inventaire à la Prévert de ce qu'il ne faudrait pas faire. Cet accord est une imposture agricole et alimentaire qui méprise nos agriculteurs et nos éleveurs. Il vide le sens même de leur travail, puisque sa seule justification est un bon troc pour d'autres secteurs comme l'automobile. C'est l'accord appelé dans les couloirs de Bruxelles « viande contre bagnole », si possible allemande, faisant de l'agriculture une simple variable d'ajustement. Mais je le dis aussi, on ne peut pas réduire les motifs d'opposition à cet accord aux seules conséquences dramatiques pour notre secteur agricole. Ces implications vont bien au-delà, à commencer par le caractère antidémocratique de ces négociations. Leur secret et l'impossibilité d'accéder au contenu des échanges entre parties et aux documents clés constituent une véritable injure aux valeurs démocratiques que prétend porter l'Union européenne. Comment voulez-vous que les citoyens aient confiance dans des institutions qui mettent toute leur énergie à cacher les faits en s'abritant derrière une forme de secret des affaires transposé dans le domaine de l'action publique? Non seulement la Commission a renié depuis longtemps, sous la pression des multinationales et de certains États, la promesse d'une nouvelle génération d'accords, incluant des engagements sociaux et environnementaux, mais elle a mis tout en œuvre pour tenir les citoyens et leurs représentants élus le plus éloignés possible du contenu de ces négociations. Cacher, avancer et faire adopter de force. Voilà le triptyque de la Commission qui en dit long sur sa conception de la construction européenne. Mais n'est-ce pas en réalité une vieille volonté conservatrice qui s'exprime ainsi, masquée aux yeux du plus grand nombre les affaires qui les concernent le plus, refuser obstinément que les peuples éclairés puissent agir pour construire leur destin commun sur d'autres bases que la compétition économique et financière? La plus grande peur de la Commission n'est-elle pas de voir les Européens jugés sur pièces et tous les corps vivants de la société civile, que sont les syndicats, les associations, les ONG, la presse, ouvrir l'indispensable confrontation démocratique dans le débat public? Je le dis avec une forme de solennité, mes chers collègues. Ce contresens démocratique et politique n'est plus tenable. Alors que le péril climatique s'avance, que la lumière est faite sur les désastres environnementaux et sanitaires de nos modes de production, que le monde a soif de justice et de coopération, n'amplifions pas le désastre sur l'autel de quelques intérêts égoïstes. Je vais être franc. Comme je ne suis pas un perdreau de l'année, je ne suis pas convaincu que la France ira jusqu'à bloquer cet accord. Est-elle prête à faire usage de son droit de veto au Conseil européen? Je dis bien son droit de veto. Est-elle prête
a refusé tout découpage de l'accord en deux parties, l'une politique, l'autre commerciale, qui ouvrirait la possibilité d'une adoption sans le vote des parlements nationaux. Mesdames les ministres, chers collègues, notre débat et le vote qui va suivre doivent avant tout faire preuve de clarté. Clarté sur ce que veut la France. Clarté sur ce que cherche réellement l'exécutif. Clarté sur nos impératifs pour réorienter la politique commerciale et de coopération de l'Union européenne. Sur ces 3 points, et en l'absence de texte gouvernemental, c'est quand même le comble, je ne suis malheureusement pas convaincu par vos propos, mesdames les ministres. En concentrant l'essentiel de sa critique sur les conditions qui permettraient un accord en prenant en compte les engagements de l'accord de Paris, le gouvernement valide le fond des politiques de libre-échange, d'autant plus qu'une simple annexe au texte, un appendice sur cette garantie, ne pourrait pas être soumis à des sanctions. Est-il utile de vous rappeler que ce gouvernement bloque toujours le vote définitif sur le CETA ? Est-il utile de vous rappeler que le 30 mai dernier, à l'initiative des députés communistes et du groupe GDR, nous avons adopté très largement, ici même, une résolution demandant le retour devant notre Assemblée du projet de loi de ratification du CETA. Cet autre accord de libre-échange, tout aussi antidémocratique que l'accord avec le Mercosur, dont l'entrée en vigueur de façon provisoire dure depuis 8 ans sans ratification. Aussi, si le vote qui va suivre, ce débat doit être utile. Ce vote ne doit pas seulement déplorer les conséquences de l'accord l'Union européenne-Mercosur dans l'état actuel, comme vous l'avez répété, tel que l'envisage la Commission. Ce n'est pas seulement pour vous permettre de disposer d'une forme d'unanimité derrière vous, pour faire pression sur la Commission et faire mine d'obtenir des garanties climatiques en carton. C'est pour lever ce vote, l'ambiguïté de la position française sur son rejet ferme et définitif de cet accord. C'est sur ce chemin de la raison que les députés communistes et du groupe GDR demandent que notre pays s'engage avec force et détermination. Notre vote ne peut pas se limiter à un simple acte de soutien. Il doit avoir pour fondement la clarté de vos engagements qui nécessitent de lever toutes les ambiguïtés de la position française et je pense que vous répondrez à mes propos après ce débat. Merci. Comme à son habitude, nous constatons avec beaucoup de désarroi que le gouvernement est en retard, de 25 ans cette fois-ci. Chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'un accord commercial qui a fait l'objet de nombreuses négociations depuis 1999. C'est la date à laquelle la Commission européenne a reçu son mandat de négociation. L'Union européenne ne comptait alors que 15 pays. Le mythe de la mondialisation heureuse battait son plein. À Bruxelles, il était envisagé que l'Europe ne devienne qu'une économie de services. Nous serions donc voués à devenir une masse de consommateurs qui vivraient aux dépens de l'industrie et de l'agriculture des autres continents. C'était la fin de l'histoire. Quel enthousiasme nous vivions, chers collègues. Et pourtant, 25 ans après, nous voilà au sein de la représentation nationale invités à échanger sur l'accord commercial avec le Mercosur. Lors de ces 25 années, les pays européens n'ont eu de cesse de négocier une position commune sur l'accord. À son habitude, la Commission européenne a mené ces échanges dans l'ombre, puisque leur contenu avait été tenu secret. Madame la ministre, cette fameuse souveraineté européenne a été la grande affaire de la carrière politique du Premier ministre. Il lui a tout sacrifié, allant jusqu'à appeler en 2011 à l'élection d'un président européen. C'est au nom de cette souveraineté européenne que notre vote d'aujourd'hui, sur un sujet pourtant vital pour notre nation, sera purement symbolique, faute de droit de veto. Je me permettrai de vous rappeler les avertissements de Philippe Séguin que le Premier ministre a lui-même entendu sur ces bancs il y a 32 ans, le 5 mai 1992. La méthode est habile, disait-il, en présentant chaque abandon parcellaire de souveraineté comme n'étant pas en soi décisif, on peut se permettre d'abandonner un à un les attributs de la souveraineté. Le Premier ministre nous dit en fin de compte qu'il faut refuser l'accord. La réalité, chers collègues, c'est que le gouvernement est impuissant, car incapable de s'opposer à cet accord. En effet, depuis 25 ans, tout ce qui se passe à Bruxelles échappe à la France et notre influence diplomatique est réduite au néant. Madame la ministre, l'Allemagne, qui a la main mise sur la Commission européenne, vous impose cet accord et vous n'avez aucune marge de manœuvre pour le refuser, car vous êtes isolés.
Il n'a pas suffi qu'Ursula von der Leyen se maintienne à la tête de la Commission européenne. Le négociateur européen pour l'accord avec le Mercosur, lui aussi, est allemand. Ce sont aussi les Allemands qui avaient demandé la scission de l'accord, isolant sa partie commerciale pour la faire adopter sans unanimité et donc contourner le veto français. Et comment leur en vouloir de défendre leurs intérêts nationaux ? L'accord permettra une expansion inédite de l'industrie automobile allemande et de ses produits chimiques. Et ce n'est malheureusement pas M. Séjourné qui pourra peser face à eux au sein de la nouvelle Commission européenne, faute de poids politique et faute d'une bonne maîtrise de l'anglais. Enfin, si par miracle une minorité de blocage se construisait, ce serait grâce à des pays comme l'Italie ou la Pologne, comme vous l'avez signalé, qui ont encore à cœur de défendre leurs intérêts, ceux de leurs agriculteurs et notre souveraineté alimentaire. Chers collègues, si cet accord est bien le symbole de la débâcle française à Bruxelles, il n'est que la pointe de l'iceberg. Qu'il s'agisse des accords de libre-échange, de notre contribution budgétaire outrancière ou des enjeux énergétiques et du nucléaire, nous subissons le déclin de l'influence française et l'échec de la diplomatie européenne d'Emmanuel Macron. Que de renoncements, que de trahisons et surtout que de temps perdu. Et aujourd'hui, la situation paraît irréversible. Au groupe UDR, notre position est claire. Cet accord est une honte et nous sommes évidemment contre. Face à l'impuissance de nos gouvernants pour s'y opposer, nous nous tournons vers les Français. Il est urgent de bâtir une alternance politique, car seule l'union des droites pourra protéger nos agriculteurs face à cette mondialisation à marche forcée qui nous est imposée. Pour cela, nous souhaitons replacer nos agriculteurs dans le rôle d'entrepreneurs, non de gestionnaires soumis à une bureaucratie bruxelloise asphyxiante. Alléger leur fardeau fiscal et administratif est notre priorité. Nous imposerons en premier lieu un moratoire sur ces réglementations étouffantes, le temps d'un audit complet qui mesurera leur impact réel sur notre compétitivité. Et ensuite, comme pour tous les entrepreneurs, nous libérerons les agriculteurs du supplice fiscal par une réduction drastique des charges et des impôts. Nous fusionnerons et rationaliserons aussi les multiples agences qui étouffent la moindre initiative. Alors que notre nombre d'agriculteurs a chuté dramatiquement de 66% entre 1980 et 2024, passant de 1,2 million à 400 000, le nombre de fonctionnaires du ministère a doublé dans le même temps. Qui y voit aujourd'hui plus d'efficacité ? À l'échelle internationale, le marché français ne doit pas être un terrain ouvert aux importations de produits agricoles ne respectant pas nos standards. Si le libre-échange peut être une richesse, car il pousse chaque acteur à se dépasser, il ne l'est qu'à la condition d'une concurrence loyale et saine. Chers collègues, la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible. La souveraineté alimentaire en est une des composantes les plus précieuses. Madame la ministre, il est des débats qui marquent l'histoire. À coup sûr, si dans 10 jours ce traité est adopté, il restera le symbole ironique de notre souveraineté nationale bradée. Si vous le vouliez vraiment, vous auriez des leviers de négociation. Pour une fois, entendez notre proposition. Il est impératif de baisser notre contribution budgétaire à l'Union européenne pour l'année 2025 pour inverser le rapport de force. Il est grand temps de rétablir notre autorité à Bruxelles et la place de premier rang que la France occupait dans le monde. Je vous remercie. Pour la troisième fois en moins d'un an et demi, une assemblée parlementaire française est appelée à voter sur un projet d'accord qui, depuis 25 ans, est au cœur des espoirs des fonctionnaires bruxellois et des craintes de nos agriculteurs, un accord avec le Mercosur. Le 13 juin 2023, notre assemblée a massivement voté pour appeler le gouvernement en place à maintenir sa ferme opposition à l'accord trouvé par les négociateurs en 2018, à défaut de garanties contre l'entrée sur le sol européen de produits ne respectant aucune des normes que nous imposons aux nôtres. Le 16 janvier 2024, c'était au tour du Sénat de voter dans le même sens. Ce ne sera pas une surprise, en ce 26 novembre 2024, c'est encore une fois une très large majorité que nous rappellerons la position ferme de l'ensemble du spectre politique français à l'égard d'un accord qui, aujourd'hui comme hier, appelle de la part de la France un refus sans appel et sans ambiguïté. En effet, alors que, comme nous le rappelle la juste colère qui s'élève dans tous nos territoires ruraux, notre agriculture est aujourd'hui à bout de souffle et c'est face à un géant agroalimentaire qui ne joue avec aucune de nos règles qu'un tel accord mettrait nos filières en concurrence. Il existe entre le Mercosur et l'Union européenne, et plus encore avec la France, une disparité de conditions de production telle qu'à aucun moment on ne peut envisager que des échanges commerciaux sans barrière tarifaire puissent s'établir entre nos deux espaces sur une quelconque base saine.
Prenons le cas emblématique de l'élevage bovin brésilien. Rappelons que le Brésil représente à lui seul 75% de la population et 70% du produit intérieur brut du Mercosur. Avec un cheptel de près de 200 millions de têtes, il constitue le premier exportateur mondial de viande bovine. Il représente à lui seul 25% des importations européennes et la moitié de celles issues du Mercosur. Au tarif douanier actuel, sa viande est près de 30% moins chère sur le marché européen que celle que nous produisons. Alors comment le modèle agricole brésilien parvient-il à une telle compétitivité ? Tout d'abord par l'ultra-concentration de l'exploitation, puisque 3 sociétés se partagent 92% de la production destinée à l'export, mais aussi par la déforestation massive. 75% des parcelles détruites en Amazonie sont remplacées par des cultures fourragères destinées à l'alimentation du bétail, mais également par un usage massif et immodéré d'antibiotiques, notamment utilisés comme activateurs de croissance, un usage que l'Union européenne interdit depuis 2006, et de produits phytosanitaires que nous interdisons pour les cultures associées à cet élevage. En l'absence totale de garantie de traçabilité des produits issus du marché sud-américain, d'ailleurs, le système autodéclaratif qui est inscrit dans l'accord fait presque figure d'injure à nos producteurs. Il est illusoire d'espérer une quelconque effectivité pour les clauses miroirs qui nous sont régulièrement présentées comme le remède à tous les accords commerciaux iniques. Aussi, face à une telle disparité, la seule question à laquelle il faut répondre est celle-ci: assumerions-nous de prendre l'élevage brésilien pour modèle ? Pour le Rassemblement national, aujourd'hui comme hier, ce sera toujours non, et en conséquence, notre refus de cet accord est plus que jamais catégorique. Certains défenseurs de l'accord ou adeptes de la minimisation de ses conséquences agitent comme des craintes qu'ils estiment démesurer la question du tonnage. En effet, pour le bœuf, l'accord porte sur une réduction de droits de douane de 144 000 tonnes, équivalent carcasse de viande bovine, soit moins de 2% de la consommation européenne. Cet argument est pourtant inopérant, car de tels contingents suffisent largement à déstabiliser profondément un marché français qui affronte déjà une lourde crise de décapitalisation. Aujourd'hui, la loyau, importée du Mercosur, représente 25% du marché européen. Et selon Interbev, l'accord ferait doubler cette part de marché au détriment direct de nos éleveurs, à qui nous imposerions sur les pièces à la plus haute valeur ajoutée une concurrence absolument impossible à affronter. Donc soyons clairs, pour bon nombre de nos fermes, cet accord sera ni plus ni moins une mise à mort. L'exemple donné pourrait bien évidemment être étendu à la volaille, dont nous sommes devenus importateurs nets ces dernières années, alors que nos élevages peinent à survivre face à la concurrence au sein même de l'Union européenne, aggravée par l'ouverture du marché européen à la production ukrainienne. Cet accord détaxerait un contingent de 180 000 tonnes en provenance du Mercosur. L'exemple peut être aussi étendu à notre filière betteravière qui a subi les conséquences de la fin des quotas sucriers, puis celle de l'interdiction des semences enrobées, qui se verrait maintenant affronter une concurrence accrue de la part du Mercosur avec 180 000 tonnes de sucre et 450 000 tonnes d'éthanol. Et nous pourrions l'étendre encore davantage. Est-il réellement besoin de convaincre qui que ce soit des conséquences délétères qu'aurait l'entrée en vigueur de cet accord pour notre agriculture, alors qu'un fonds d'indemnisation est déjà en cours de discussion pour assurer une mort douce à nos exploitations qui ne pourront survivre à ce choc concurrentiel d'une violence inédite ? En vérité, personne ne croit que cet accord puisse être bénéfique à la France et à l'Europe en matière agricole, mais à Bruxelles, on a depuis longtemps, et malheureusement en France, accepté froidement que nos campagnes françaises soient la variable d'ajustement d'une politique commerciale tournée vers le seul bénéfice de nos exportations de biens manufacturés et services à haute valeur ajoutée, notamment allemands. Ne nous y trompons pas, tant que nous n'aurons pas définitivement enterré le sujet de cet accord inadmissible, nos agriculteurs continueront de s'adresser au pouvoir public dans le plus légitime des élans de colère. Au-delà de cet accord, cette colère est dirigée contre le seul mot d'ordre qu'on leur impose depuis plusieurs décennies, subir. Subir une législation européenne et française de plus en plus contraignante, freinant toujours davantage les initiatives et décourageant les plus tenaces des exploitants. Sans jamais nous remettre en question, nous demandons à nos producteurs de faire mieux que leurs homologues des pays voisins avec moins d'outils qu'eux. Subir les conséquences d'une ouverture toujours plus large du libre-échange avec les marchés extérieurs, et ce systématiquement au désavantage des producteurs européens et en particulier français. Alors qu'aucune renégociation n'est ouverte sur les accords anciens qui mériteraient d'être adaptés aux circonstances nouvelles, à l'exemple de l'accord qui nous unit au Maroc s'agissant des tomates, la Commission européenne n'a de cesse d'en négocier et conclure de nouveaux qui imposent à notre monde paysan toujours plus de concurrence déloyale. Subir enfin les attaques incessantes d'un écologisme dogmatique et déconnecté qui s'acharne à voir en nos producteurs des ennemis de l'environnement, alors qu'en plus de nous nourrir, ils font partie des principaux garants de l'équilibre biologique de nos territoires. Aujourd'hui, être agriculteur en France, ce n'est pas seulement travailler pour plus de 70 heures, mais également ne pas parvenir à dégager un revenu suffisant pour vivre dignement. C'est aussi se voir en permanence accusé d'empoisonner la population, de s'accaparer l'eau, de maltraiter les animaux, de refuser l'innovation.
À cette marche forcée vers la mort de l'agriculture française, nous voulons opposer un projet dont la démarche est résolument inverse. Nous voulons en effet que la France soit maîtresse de son destin et cela s'applique au plus haut point pour le secteur agricole. Ainsi pourrait être résumé le programme du Rassemblement national pour notre agriculture, ne plus subir. Ne plus subir les surtranspositions qui nous handicapent au sein même de l'Union européenne. Ne plus subir un libre-échange mondialisé déconnecté de la réalité des marchés et ne plus subir les dictats d'une idéologie de la décroissance qui voudrait un retour à l'agriculture vivrière dans un monde à 8 milliards d'êtres humains. Aussi, le rejet définitif du funeste projet d'accord avec le Mercosur ne doit pas être vu comme un aboutissement, mais comme un début. Lorsque nous aurons dissipé cette menace, il nous restera à jeter les dés d'une grande politique de renouveau de l'agriculture française et autre chose que la dernière LOA complètement vide, pour lui rendre sa compétitivité tout en la protégeant de la concurrence internationale déloyale. Madame la ministre de l'Agriculture, vous connaissez les symptômes de la crise agricole actuelle. Ils appellent des mesures immédiates. Renforcer le dispositif TODE en intégrant les cotisations salariales dans le champ d'exonération. Réautoriser l'acétamipride pour que nos cultivateurs puissent utiliser le printemps, sachant que c'est utilisé partout ailleurs. Réformer l'indemnisation des pertes de récolte pour garantir une couverture équitable des exploitations face aux risques climatiques et épidémiques. Notamment, je pense à nos viticulteurs. Ils en ont un besoin urgent. Soutenir les organisations de producteurs des filières d'élevage pour favoriser une meilleure structuration de l'offre. Mais aussi, Madame la Ministre, vous devez exiger sans délai une renégociation des accords commerciaux préjudiciables à nos filières. Concernant le Maroc, il est urgent de supprimer les réductions de droits de douane qui sont appliquées en saison estivale et de réguler le marché des tomates cerises, notamment. Le rejet de l'accord Mercosur-Union européenne est un préalable nécessaire mais non suffisant. Ne nous contentons pas d'éviter d'aggraver la crise, il est temps surtout d'en sortir. Nous ne croyons à aucune fatalité, la France peut et doit redevenir la grande puissance agricole qu'elle était il y a encore que quelques décennies. Et lorsqu'une vraie volonté politique aura décidé de s'y atteler, la nôtre le fera, elle le sera à nouveau. Non à cet accord honteux avec le Mercosur et surtout vivre notre agriculture française. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Daniel Labaronne pour Ensemble pour la République, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les ministres plutôt, mes chers collègues, je suis partisan du libre-échange et je suis un Européen convaincu. Je reste sensible aux vertus de l'échange et de l'ouverture et j'accepte l'idée que l'Union européenne soit compétente en matière de conduite de la politique commerciale des États membres. Si je crois à la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, je sais que cette théorie ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une concurrence pure et parfaite. Cette concurrence suppose que des produits finis et les modes de production respectent en définitive les mêmes normes et que la concurrence se fasse à armes égales. La Commission européenne y veille au niveau du marché unique européen, mais la Commission est elle aussi attentive à ces principes de concurrence loyale quand il s'agit de signer des accords commerciaux internationaux? Je ne le crois pas et c'est bien là le problème qui se pose avec cet accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur. Le président de la République l'a rappelé, à ce stade, cet accord est incompatible avec les exigences de la France. Je partage cette position, ce n'est pas une posture politique, mais davantage une position prise au nom de convictions économiques et environnementales fortes. Doit-on sacrifier nos engagements en faveur d'une agriculture française et européenne, toujours plus durable, plus respectueuse de notre environnement, sur l'autel du libre-échange, à travers la signature de cet accord commercial? Ma réponse est clairement non. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que toute négociation commerciale respecte les normes que nous avons choisies, celles du respect de notre environnement, de notre modèle social et de notre économie de marché. Je n'oublie pas que cet accord, qui est favorable à l'industrie, à la sécurisation des AOC et des IGP, pourrait être utile pour les acteurs économiques de ma circonscription. Je pense en particulier aux sous-traitants automobiles, aux viticulteurs des AOC, Vouvray, Montlouis-sur-Loire, Amboise, Chenonceau et Amboise tout court. Et je pense aussi aux producteurs de l'IGP Rillette de Tours, la confiture brune de cochon dont parlaient Rabelais et Balzac, la seule IGP Rillette d'Europe.
Mais si le Mercosur est de nature à protéger ce type d'agriculteurs, je sais pertinemment que par ailleurs, cet accord pourrait être extrêmement dangereux pour d'autres agriculteurs beaucoup plus nombreux, et notamment dans ma circonscription. Au nom donc d'une agriculture toujours plus durable, nous imposons à nos agriculteurs des exigences de plus en plus élevées. En contrepartie des fonds de la PAC, ils doivent répondre à un ensemble de normes strictes sur les produits et les modes de production. Ces exigences, gages de qualité. Non, mais c'est ma dyslexie, je suis désolé. Voilà, bon, bref, on se reprend. Gage de qualité pour nos consommateurs, eh bien, cela ne doit pas être contourné par des importations qui ne respectent pas les mêmes standards. Nous devons impérativement garantir les intérêts de nos producteurs en négociant des clauses miroirs. Toute méthode de production interdite chez nous, comme l'utilisation d'antibiotiques de croissance, d'OGM ou d'hormones, et qui, bien souvent, n'est même pas détectable dans les produits, doit être bannie de nos importations. Sans cela, nos agriculteurs seraient confrontés à une concurrence déloyale de la part de producteurs, soumis à des normes beaucoup moins strictes. Cette situation serait non seulement anti-économique, mais également irresponsable pour notre santé et notre environnement. L'agriculture n'est pas un secteur comme les autres, elle est au cœur de notre souveraineté et de l'équilibre de nos territoires ruraux. Nos filières agricoles sensibles sont toujours dans l'incertitude et l'accord UE-Mercosur risquerait de renforcer ces inquiétudes en mettant en péril des milliers d'exploitations familiales qui façonnent nos paysages, animent nos campagnes et garantissent notre résilience alimentaire. Le métier, la passion et la contribution de nos agriculteurs à la prospérité de notre pays méritent respect et protection et pas des chèques de compensation pour assurer leur survie. Nous ne sommes pas opposés au commerce, je l'ai rappelé. La France est un pays exportateur et les accords commerciaux, lorsqu'ils sont bien négociés, peuvent ouvrir de réelles opportunités. Mais ces accords doivent respecter des équilibres. L'agriculture n'est pas une variable d'ajustement, c'est un secteur stratégique que nous devons défendre avec la plus grande exigence. Mes chers collègues, la protection n'est pas toujours synonyme de protectionnisme. Nous devons nous montrer exigeants pour protéger notre alimentation, nos agriculteurs et nos éleveurs. Refuser l'accord UE-Mercosur tel qu'il est proposé, c'est un choix de responsabilité, de justice et d'avenir. Merci beaucoup. Alors, si le Mercosur fait l'unanimité contre lui, en revanche, l'hémicycle est divisé entre d'un côté les groupes hostiles à l'idée même d'un accord et ceux qui s'opposent au projet actuel de traité. Les groupes politiques font valoir à la tribune leurs sensibilités différentes. La France est au pied du mur. La Commission européenne, en toute opacité, veut forcer l'adoption de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Quitte à contourner le vote des parlements nationaux, comme vous l'avez déjà accepté s'agissant du CETA. Devant la colère des agriculteurs, vous essayez de vous dédouaner. Mais votre responsabilité est immense. Pendant des années, non seulement vous ne vous êtes pas opposé à cet accord, mais vous l'avez soutenu. Comme vous avez soutenu par vos votes au Parlement européen l'ensemble des accords de libre-échange adoptés à la chaîne. S'agissant de l'accord UE-Mercosur, Emmanuel Macron déclarait par exemple en 2019 « À ce stade, l'accord est bon ». 4 ans plus tard, en juin 2023, Olivier Betsch, ministre du Commerce extérieur, affirmait « Nous n'avons jamais été opposés à la signature de cet accord, il faut évidemment conclure ». L'opposition à cet accord montant dans la société, la Macronie et LR compris, s'est depuis prétendue contre l'accord UE-Mercosur en l'état. Ou tel que l'envisage la Commission, pour reprendre votre expression, Madame la Ministre. En l'état, c'est-à-dire que vous soutenez le principe de cet accord, arguant qu'il suffirait de l'améliorer un peu. Depuis des mois, vous prétendez donc l'améliorer par l'ajout de clauses miroirs et quelques vagues engagements relatifs au respect des accords de Paris pour le climat. Mais c'est se moquer du monde. Les négociations sur le fond sont achevées. Les détails du texte sont opaques. La Commission, en toute illégalité, en refuse l'accès aux parlementaires européens. Rien n'est vérifiable. Et quand bien même elles seraient inscrites dans le texte, ces clauses miroirs sont pour la plupart inapplicables dans les faits. Aucune clause miroir ne changera le cœur d'un accord qui vise, dans son principe même, à mettre en compétition des modèles de production agricole radicalement différents. C'est bien parce que vous soutenez le principe de cet accord que vous n'avez rien fait pendant des années pour interrompre les négociations ou forger une minorité de blocage à Bruxelles. Vous n'avez même pas cherché à convaincre vos groupes au Parlement européen. Seul le groupe auquel appartient la France insoumise a voté à l'unanimité contre cet accord. Les autres groupes,
y compris celui auquel appartient le Rassemblement national, ont voté pour cet accord. Tous ont approuvé activement et passivement les accords de libre-échange. Est-ce pour masquer votre responsabilité que le gouvernement a jugé irrecevable sous un prétexte fallacieux notre projet de résolution invitant le gouvernement à refuser la ratification de l'accord UE-Mercosur qui devait figurer en tête de notre niche parlementaire ce jeudi? Gageons que le débat que nous avons demandé aujourd'hui apportera de la clarté. Pour notre part, nous n'avons pas attendu ces derniers mois pour découvrir la nocivité de cet accord. Depuis des années, nous alertons à ce sujet avec des dizaines d'ONG, de collectifs, d'experts mobilisés des deux côtés de l'Atlantique. Rappelons ce qui est en jeu. En supprimant les droits de douane sur des centaines de milliers de tonnes de volailles et de viande bovine, de miel, de riz, de sucre, cet accord menace de ruiner des pans entiers de notre agriculture. Si certains secteurs de l'agro-industrie, certaines productions agricoles excédentaires pensent tirer leur épingle du jeu, la grande majorité des agriculteurs ont tout à perdre dans cette compétition biaisée. Puisque c'est le principe même de ces accords de libre-échange géants que de faire jouer à fond la différence des conditions de production, les écarts de prix, du foncier, des salaires, dans une logique de concurrence par le bas. Cet accord aggraverait encore notre dépendance au marché extérieur et nous éloignerait encore un peu plus de la souveraineté alimentaire. Il intensifierait les flux de marchandises aux deux régions du globe situées entre deux régions du globe situées à plus de 11 000 km de distance. Il accélérerait la noria des conteneurs avec les effets désastreux qu'on imagine sur l'environnement et le climat. Il accélérerait la déforestation et la surexploitation des sols en Amérique latine. Il renforcerait, ici comme là-bas, la spécialisation économique qui, pour un pays, n'est pas un atout, mais une faiblesse, un obstacle à la souveraineté. Il comporte aussi des dangers pour les consommateurs, avec ou sans clause miroir, puisque, je l'ai déjà dit, celle-ci serait pour la plupart inapplicable. Un exemple. Il y a 15 jours, la Direction générale de la santé de l'Union européenne elle-même a reconnu qu'on ne pouvait pas détecter la présence d'hormones dans la viande brésilienne. Il n'y a pas de bon accord UE-Mercosur possible. Ce projet d'accord répond à un mandat obsolète fixé il y a un quart de siècle. Il relève d'une politique de classe. Il profiterait à quelques grands groupes industriels, à l'agrobusiness, à des intermédiaires qui continueront à se gaver sur les marges au détriment des petits producteurs, des exploitations modestes, des entreprises fragiles. Oui, il permettrait sans doute à Volkswagen de vendre plus de voitures. Il permettrait à l'allemand Bayer, au danois Novo Nordisk ou à quelques multinationales françaises de conquérir de nouveaux marchés. Mais à quel prix pour la collectivité nationale? Nous refusons donc cet accord sans aucune ambiguïté, quelle qu'en soit la forme, car le fond restera inchangé. Nous le refusons parce qu'il est nocif, absurde et anachronique. Nous le refusons parce que s'il est mis en place, d'autres accords de libre-échange suivront encore avec le Mexique, la Thaïlande, l'Inde, l'Australie, après ceux déjà conclus avec votre approbation avec la Nouvelle-Zélande, le Chili, le Kenya. Il faut en finir avec la folie libre-échangiste. Le libre-échange débridé, ce n'est pas, comme on nous le raconte, le doux commerce entre les peuples garantissant la paix et la prospérité partagée. C'est l'exacerbation de la compétition entre les nations et à l'intérieur des nations. C'est la consécration du principe de concurrence déloyale. C'est la prime au moins-disant social et environnemental. Le libre-échangisme global est une utopie dépassée et destructrice. Il appartient à un moment révolu de l'histoire de la mondialisation. Au lieu de suivre l'Allemagne, qui, paniquée par l'effondrement de son industrie automobile, met la pression pour signer un accord bagnole contre viande, adoptons une stratégie répondant aux vrais enjeux. L'urgence, outre le renforcement de notre souveraineté alimentaire, c'est d'investir dans la réindustrialisation écologique de notre pays et de l'Union européenne, si tant est qu'elle s'en donne les moyens. Au lieu de ça, les zombies du libre-échangisme continuent à prôner une politique dont on sait qu'elle entraînerait encore plus de délocalisation des unités de production vers la zone Mercosur. Et je le dis à ceux pour qui l'histoire a commencé à l'époque du néolibéralisme triomphant, il est inutile de ressortir les caricatures habituelles. Inutile de présenter les opposants au libre-échange comme des partisans de l'isolement, de l'enfermement, de l'autarcie. Refuser les accords de libre-échange géants, ça n'est pas refuser les échanges de commerce internationaux. Il y avait du commerce international avant ces accords, il y en aura après. Mais il faudra qu'ils respectent les producteurs, les consommateurs, l'environnement. Pour toutes ces raisons, je l'ai dit, il faut de la clarté dans nos débats. Nous n'avons jamais accepté de voter les résolutions proclamant des garanties illusoires pour mieux faire passer la pilule. Et voilà que vous recommencez. Vous vous dites opposé à l'accord en l'état. Et après, quel est votre plan? Tel que le conçoit la Commission européenne, ce qui veut exactement dire la même chose.
Si vous aviez demandé le soutien de l'Assemblée pour vous opposer clairement et nettement à cet accord, nous aurions appuyé votre déclaration par notre vote. Mais une fois de plus, vous le voyez. Vous ne vous opposez qu'à l'accord en l'état. Vous faites miroiter des clauses qui n'auraient au mieux qu'un effet superficiel. Et comme jusqu'à présent, vous n'avez pas mené la bataille au niveau européen, vous n'avez aucune stratégie. Nous, mesdames les ministres et monsieur le Premier ministre qui est absent de ce débat important, nous ne nous voyons pas. Nous ne refusons pas l'accord en l'état. Nous refusons l'accord tout court. Nous refusons que la Commission européenne piétine les représentations nationales et la règle du consensus sur des projets qui engagent l'avenir des Français et des centaines de millions d'Européens. Et si par malheur cet accord était adopté, nous affirmons qu'il faudra désobéir. Les Français ne supportent plus d'entendre que dès lors que Bruxelles a décidé, on ne peut plus rien faire. Et ils ont raison. À l'aune de votre déclaration, on comprend mieux pourquoi vous avez censuré notre proposition de résolution. Elle était claire, tandis que vous continuez à cultiver l'ambiguïté. Nous ne pouvons donc pas voter pour cette déclaration gouvernementale parce que ce serait s'en remettre à votre volonté et à votre stratégie. Or, vous n'avez ni volonté réelle de bloquer l'accord UE-Mercosur, ni stratégie. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Dominique Potier pour le groupe socialiste et apparenté. Pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, la question au fond est toujours la même. Quel monde laisserons-nous à nos enfants? Les socialistes, hier, aujourd'hui et demain, disent non au Mercosur. Ils disent non à tous les traités de libre-échange qui méprisent les droits humains et qui entament la santé de nos écosystèmes. Ils disent oui au juste échange. Leurs votes à l'Assemblée européenne comme à l'Assemblée nationale sont constants sur ces sujets. Nous défendons depuis 2010 au sein du Parti socialiste l'idée d'une exception agriculturelle. Et je voudrais le dire avec force ici, cette démarche n'est ni corporatiste ni nationaliste. Elle s'inscrit dans un double mouvement, celui de l'enracinement et celui de l'universel. De l'enracinement en fidélité à nos territoires, en fidélité à nos filières qui façonnent nos paysages culturels et nos paysages physiques, en fidélité à tous les visages des travailleurs de la terre, paysans, mais je voudrais y associer les mécaniciens, les conseillers, les transporteurs, les commerciaux et les vétérinaires et tous ceux qui sont salariés de l'agroalimentaire, le million de salariés de l'agroalimentaire. C'est en leur nom que nous portons ce combat parce qu'ils concourent chaque jour non seulement à la régénération de nos écosystèmes dans une agriculture que nous voulons de plus en plus durable, mais ils contribuent également à notre souveraineté alimentaire et à notre fierté nationale. Notre dessein, je le disais, n'est pas seulement enraciné, il est porté dans une vision universaliste, une vision de l'universel, celle du respect des limites planétaires, celle d'une vision d'une seule santé, une même santé pour les sols, pour l'eau, pour la biodiversité et pour la santé humaine. C'est le cas de tous les travaux qui ont été conduits par l'ONSA, l'organisme multilatéral de l'ONU consacré à la santé animale, à l'OMS et la FAO, qui désormais se battent pour une seule santé comme condition de la survie de notre humanité. Elle est solidaire, cette démarche, des paysans sans terre brésiliens, de tous les travailleurs d'Amérique latine qui aujourd'hui sont exposés à des conditions de production qui entament leur santé, qui mettent en cause la viabilité de leur famille, leur capacité à tenir leur dignité de paysans. Notre démarche est enracinée et universelle. Elle s'inscrit dans le dessein du grand Edgar Pisani. Le monde, pour nourrir le monde, nous aurons besoin de tous les paysans et de toutes les terres du monde. Or, le Mercosur a ce défaut rédhibitoire, ce défaut fondamental qu'en produisant et en important les milliers de tonnes de viande et de céréales qui sont prévues dans cet accord, ils viennent détruire notre propre agriculture. Nous savons, et j'étais hier invité pour le 40e anniversaire du CIRAD, qui est l'INRAE de la coopération avec les pays du Sud. Dans ce 40e anniversaire, j'ai pu réaffirmer, et nous l'avons fait avec des scientifiques venus du Vietnam, venus d'Amérique latine et venus du monde entier, que la seule condition de la productivité de demain était la santé du vivant, la préservation des potentiels de production de nos sols. Il est un mensonge de penser aujourd'hui qu'un productivisme qui ferait fi de ce respect des limites planétaires et des acquis de la biodiversité pourrait être réaliste. Ce serait mentir au monde paysan. Aujourd'hui, au-delà des traités, il y a déjà du commerce.
Nous l'avons rappelé, au-delà des 99 000 tonnes contre lesquelles nous nous opposons aujourd'hui, il y a déjà 200 000 tonnes de bovins, pour ne prendre que cette filière, qui rentrent sur le territoire européen. Toutes les études que nous avons faites à travers la commission d'enquête sur les pesticides, menée par le groupe socialiste, le travail que nous avons fait au sein de la Commission européenne, où nous avons fait adopter une résolution sur les mesures miroirs, montrent qu'actuellement, rien n'est respecté. Nous avons une proposition originale. Au-delà de dire non au Mercosur, nous disons non, oui, à de vraies mesures miroirs. Et la seule manière de les mettre en œuvre, c'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est d'obliger ceux qui exportent en Europe à produire une certification par un organisme agréé, reconnu par l'Union européenne. Sans cette condition, tous les contrôles aux ports seront défaillants, les limites ne seront pas respectées. Nous proposons une limite zéro pour l'importation et un contrôle en amont. C'est la contribution des socialistes, au-delà du traité du Mercosur, pour un juste échange qui garantisse nos sécurités alimentaires et l'alimentation pour une garantie de santé pour nos populations. Nous disons non au Mercosur, mais nous disons avec force oui à l'Europe, à une Europe de la souveraineté solidaire, à une Europe qui s'engage pour la santé dans le monde, pour nos sécurités alimentaires, et je le dis avec force, qui s'engage pour le Green Deal. Nous ne pouvons pas combattre le Mercosur en conscience et en cohérence et remettre en cause le Green Deal. C'est une mauvaise idée. Je m'adresse ici au gouvernement de diminuer dans ce contexte où les coopérations paysannes, les coopérations agronomiques et scientifiques doivent se multiplier pour assurer notre survie, de diminuer le budget de l'aide publique au développement. C'est une très mauvaise façon que de remettre en cause l'autorité scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est une très mauvaise façon que de laisser penser qu'un autre Mercosur est possible. Nous devons bâtir une autre politique agricole et rurale. Nous nous y engageons fermement. Nous disons non au Mercosur, nous disons oui à un autre développement et nous disons oui au Green Deal et oui à l'Europe. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, le débat que nous entamons aujourd'hui a valeur de puissance. Puissance du message que la représentation nationale adresse à l'ensemble de l'Union européenne pour s'opposer au traité de libre-échange avec le Mercosur et convaincre les pays de l'Union à constituer à nos côtés une minorité de blocage. Petit rappel d'actualité. D'Agen à Beauvais, de la frontière espagnole à la Bretagne, la colère des agriculteurs français gronde de nouveau à travers tout le pays. Derrière les récentes mobilisations agricoles s'ajoute un nouveau catalyseur, la conclusion imminente de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Ce traité soulève une question fondamentale, celle de l'indépendance de notre modèle agricole et, au fond, de ce que nous voulons pour l'avenir de notre pays. Il n'est donc pas une question isolée, mais une pièce dans un puzzle plus large qui touche à la souveraineté alimentaire et au modèle agricole français. Mais le Mercosur n'est qu'un des maillons d'une chaîne qui étrangle peu à peu notre agriculture. Hier, l'accord avec la Nouvelle-Zélande approuvé par le Parlement européen et qui met en concurrence la filière ovine. Demain, des dizaines d'autres traités qui sont dans les cartons. Bref, ce débat appelle plus largement la réflexion autour de la réciprocité des normes et des clauses miroirs dans nos accords de libre-échange. Du poulet gonflé aux antibiotiques, du maïs traité à l'atrazine ou encore du bœuf issu de déforestation massive, voilà ce qui entre sur nos marchés sous couvert d'accords commerciaux inéquitables. Ces produits, qui ne respectent pas nos standards sociaux, sanitaires ou environnementaux, concurrencent directement nos agriculteurs soumis à des règles parmi les plus strictes au monde. Et pourtant, les barrières tarifaires continuent de s'abaisser, laissant nos filières agricoles à la merci d'importations qui ne jouent pas selon les mêmes règles. Cet accord du Mercosur ne protège ni nos agriculteurs, ni nos consommateurs, ni notre planète. Il sacrifie l'agriculture de proximité au profit d'importations à bas coût, avec des conséquences désastreuses, des vocations abandonnées et des territoires ruraux qui dépérissent. C'est une mort silencieuse dans nos campagnes. Car oui, la France subit un phénomène massif et gravissime de désagriculturation. Ce processus historique mérite une prise de conscience généralisée. En 20 ans, 200 000 exploitations agricoles ont disparu. D'ici 10 ans, 100 000 autres risquent de suivre. Chaque exploitation qui ferme, chaque hectare de culture qui disparaît, c'est une partie de notre souveraineté qui s'effondre, une fragilité qui s'installe, une dépendance qui grandit. Cette crise, c'est celle de nos ressources humaines. Des générations d'agriculteurs quittent le métier sans être remplacés. Pourquoi ? Parce que produire devient une épreuve insurmontable. Les normes s'empilent, les revenus chutent et les vocations s'éteignent. Qui voudrait reprendre une exploitation quand le travail ne paye plus et que l'horizon reste bloqué ? Ensuite, c'est notre productivité qui s'effondre. Cette année, la France a perdu 11 millions de tonnes de production de blé tendre, du jamais vu depuis 40 ans.
Ce chiffre, c'est des exploitations dans le rouge, des factures impayées, une dépendance accrue aux importations et une balance commerciale agricole qui se détériore. Jadis deuxième exportateur agricole mondial, la France n'est plus que 6e. Ce déclassement n'est pas qu'un fait économique, il menace notre capacité à nourrir notre propre population. La désagriculturation n'est pas qu'une crise sectorielle, elle menace notre souveraineté alimentaire, notre indépendance stratégique et la vitalité de nos territoires ruraux. Une fois perdues, ces exploitations ne renaîtront pas. Nous devons agir en soutenant les investissements dans l'innovation agricole, la recherche et la lutte contre ce qui génère des entraves. Il faut donner un souffle nouveau aux agriculteurs français. Mais surtout, il nous faut une vision à long terme, une agriculture respectée, valorisée, compétitive. Cette désagriculturation, aussi dramatique soit-elle, n'est pas une fatalité. Elle est le produit de choix politiques erratiques, d'un manque de vision et pire encore, d'une hypocrisie qui continue de paralyser le débat. Cette hypocrisie, c'est celle de la nouvelle alliance politique qui est le RNFP. Car oui, ici, chacun s'apprête à voter contre le traité du Mercosur pour envoyer un message puissant à la Commission européenne et chez nos voisins de l'Union européenne. Mais dans le même temps et dans un même souffle, les membres du RNFP menacent de censurer le gouvernement Barnier. Une manœuvre opportuniste qui affaiblit notre pays dans l'Union européenne et particulièrement dans ce débat du traité du Mercosur. Alors que nous recherchons des alliés, ils prennent le risque de compromettre les intérêts de la France et de fragiliser encore davantage notre pays dans un contexte géopolitique déjà sous tension. Pendant ce temps, nos paysans sont en première ligne, pas sur des tribunes, mais dans leurs champs, à jongler avec des factures qui s'empilent et des règles qui s'enchaînent. Eux ne demandent pas des promesses ou des postures, ils veulent qu'on leur rende la liberté de produire, la liberté de choisir, la liberté de voir l'avenir, autrement qu'en rouge. Et cette liberté, elle ne viendra pas de ceux qui bloquent ou de ceux qui calculent, elle viendra d'un vrai courage politique ici, maintenant. Ce débat est le fruit de la détermination du groupe de la droite républicaine, convaincu que la souveraineté agricole de la France doit être préservée. Nous appelons à rejeter fermement ce traité et à soutenir toute mesure du gouvernement qui ira dans ce sens. Merci. La parole est à Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste et social pour une durée de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. Ici commence le pays de la résistance agricole. C'était ce qui a été écrit sur les panneaux, sur les bords de la 64 en janvier dernier, au début du plus grand mouvement social paysan de ces 30 dernières années. Né du manque de revenus, de la concurrence déloyale, des injonctions contradictoires, des cracks racontés sur des bottes de paille et du mépris. La résistance, c'est celle aujourd'hui qui nous occupe du refus du sacrifice d'un modèle agricole qui fait notre fierté et notre honneur, aux mains d'une agro-industrie ultra-prédatrice, de la compétitivité sans entrave et des profits de quelques-uns sur le dos de l'immense majorité. Depuis des années, depuis que cet accord dinosaure circule de manière opaque dans les travées de la Commission européenne pour échanger indifféremment des produits agricoles et des bagnoles, la résistance se fait entendre. Pensez à ceux qui sont en bas. Venez voir les gens dans les campagnes comment ils vivent, vous disent-ils. Depuis quelques mois, ça explose. Certains mettront ça sur les élections de chambre qui approchent, d'autres feront l'analyse d'un mal-être bien plus profond, qui des gilets jaunes, des doléances jamais restituées, des suicides, de la désertification de nos villages, des panneaux retournés, des vignes qu'on arrache, des troupeaux décimés par la MHE ou la FCO, dit quelque chose des colères et impuissances paysannes d'être enfin considérées, d'être enfin centrales dans les politiques de la nation. Si nous signons un tel accord, chers collègues, nous acceptons des normes sanitaires dévoyées, nous acceptons la destruction environnementale en important de la viande produite sur des terres déforestées, des cultures dopées aux pesticides toxiques. Nous acceptons une concurrence déloyale pour nos agriculteurs qui respectent des normes sociales et environnementales ambitieuses et qui ne pourront jamais être compétitives avec des exploitations qui font pour certaines plus de 1000 fois la taille de la moyenne des fermes françaises. Tout cela, nous ne l'acceptons pas, ni aujourd'hui et ni demain. Si nous devrions cet après-midi convenir d'un relatif consensus sur l'aujourd'hui, sur le « en l'état », chers collègues, mesdames les ministres, la véritable question se niche là, dans ce « ni demain ». Suite aux mobilisations agricoles, il y a des paysans qui ont repris espoir. Et justement parce que cet espoir désormais existe, vous les politiques, vous n'avez plus le droit de les décevoir, me disait encore ce matin l'agriculteur Jérôme Bayle.
Alors nous sommes là cet après-midi à débattre, après en avoir été prévenus il y a 5 jours, d'un texte inexistant, tout au plus un discours, sur le contenu d'un accord de libre-échange auquel personne n'a eu accès depuis au moins 5 ans, dont la Commission européenne dit elle-même que celui-ci ne sera pas revu, dont on ne sait même pas si le gouvernement qui dit s'y opposer si fermement y a proposé des alternatives. Mesdames les ministres, en ces 20 ans de négociations obscures, le gouvernement français a-t-il demandé à pouvoir infléchir le contenu de l'accord et sur quel point ? Derrière tant d'opacité, d'impréparation, de mépris démocratique, qui a véritablement intérêt à vouloir adopter, quoi qu'il en coûte, cet accord de libre-échange ? On le sait tous, il y aura quelques gagnants et tant de perdants. Oui, les élevages de 70 000 têtes de bétail sur 100 000 hectares qui peuvent exister au Brésil gagneront des marchés au détriment des exploitations familiales et pastorales qui dessinent nos paysages. Oui, l'industrie des pesticides va pouvoir accroître ses exportations, y compris de produits interdits d'usage sur le sol européen et au risque que ces mêmes produits reviennent sous forme de résidus dans nos supermarchés. Chers collègues, nous avons perdu 100 000 exploitations agricoles ces 10 dernières années. 23% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Les crises climatiques et sanitaires se multiplient. On atteint des niveaux d'endettement agricole jamais vus. On exige en même temps l'excellence agricole tout en imposant de produire à bas coût pour être compétitif face au marché mondial. Mesdames les ministres, vous ne pouvez pas en même temps refuser les prix rémunérateurs que nous avons adoptés contre vous en avril, refuser d'encadrer les surprofits de l'agro-industrie et refuser une meilleure régulation du tout marché. Combien de temps pourrons-nous continuer à nous enorgueillir de l'excellence agricole française, alors même qu'en 10 ans, nous avons perdu 1/5 de nos exploitations ? Veut-on une agriculture pour enrichir les banques et les agromanagers ou pour nourrir les citoyens dans la dignité grâce à un modèle familial, rémunérateur et protecteur ? Jusqu'où irons-nous pour baisser les prix de nos aliments en faisant exploser leurs coûts cachés ? Ni demain, donc. Nous vous demandons de vous opposer à cet accord aujourd'hui et demain, parce que demain, nous devrions construire et sauvegarder une agriculture familiale rémunératrice, respectueuse des écosystèmes et des agriculteurs, et en réaffirmant que sa première mission n'est pas d'être compétitive, mais bien de nourrir les populations de manière digne. Et cet accord ne va qu'imposer dans la course au bas prix que de la malbouffe bourrée de pesticides aux millions de personnes sans le sou que vos politiques austéritaires font prospérer. Mesdames les ministres, vous dites être contre la signature de l'accord en l'état. De notre côté, nous pensons qu'il ne faut pas signer l'accord du tout, ni aujourd'hui, ni demain. Pour tenir parole, écouter les gens, ne pas décevoir, parce que nous refusons et refuserons toujours d'être complices des désillusions et de vos machines à broyer les espoirs que sont ces accords avec clause qui s'appliquent même quand personne n'en veut. Pour qu'ici, dans cette haute idée que nous nous faisons de l'Assemblée nationale, nous puissions être à la hauteur de ces panneaux qui disaient « Ici commence le pays de la résistance agricole ». Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, 1999, il s'agit de la date à laquelle l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur a été initié. 4 présidents de la République, 13 premiers ministres, 25 années, c'est dire si le sujet n'est pas nouveau et que personne ne doit être étonné qu'il ne s'agit pas donc d'un sujet nouveau. Simplement, nous sommes à un moment où manifestement des choix doivent être faits, des décisions vont être prises. Et si je remonte l'historique de ce texte, je veux à la fois dire qu'aucune des forces politiques qui étaient en charge ne se sont opposées à l'idée de conclure un traité et qu'aucune n'avait exprimé pendant plus de 20 ans d'objection à la poursuite des négociations, j'y reviendrai. Et si je fais ce rappel historique, c'est aussi parce que, et en revanche, le mandat qui avait été donné à la Commission européenne à l'époque ne peut être le même que celui d'aujourd'hui. Les désordres géopolitiques et économiques, les légitimes préoccupations climatiques, les nécessaires réciprocités, beaucoup d'entre vous l'ont déjà dit, nous enjoignent d'avoir un nouveau mandat. Et donc, le mandat n'ayant pas évolué, comment accepter un tel accord ? Je le dis devant vous, il y a nécessité, plus globalement, de revoir les procédures et les délais de telles négociations pour les rendre à la fois plus transparentes devant nos concitoyens et plus en phase avec l'actualité des temps. C'est ce qui explique la position continue de la France ces dernières années. Le président de la République et les gouvernements successifs qui se sont succédés, donc, comme l'actuel gouvernement, et je l'en remercie, se sont opposés à cet accord de libre-échange. En vérité, si la France n'avait pas fait entendre sa voix, comme elle l'a fait, si sa voix ne pesait pas et ne portait plus, on l'a encore vu, mesdames les ministres, si sa voix ne portait plus,
et comme certains voudraient le laisser penser, ce traité serait aujourd'hui déjà entré en vigueur. Au groupe Les Démocrates, notre position reste donc la même et je tiens à saluer l'engagement de Pascal Lecamp sur cet enjeu essentiel et les initiatives qu'il a pu prendre au nom du groupe, les initiatives transpartisanes qu'il a contribué à porter. Pour autant, si je constate que l'opposition à ce traité de libre-échange avec le Mercosur dépasse les clivages de cet hémicycle, si je me réjouis que les inquiétudes du monde agricole suscitent une forme d'unité, je veux aussi dire avec force que cette dénonciation de cet accord commercial ne doit pas être le prétexte pour instruire tous les procès et mérite aussi que nous levions un certain nombre d'ambiguïtés. Première ambiguïté, sortir du procès d'un modèle agricole contre un autre pour défendre une vision autarcique des questions alimentaires. Je le dis devant vous, nous avons besoin de plus d'échanges et nous avons besoin de plus de coopération, et ce pour une raison simple. Les dérèglements géopolitiques et climatiques doivent nous inviter à sécuriser les approvisionnements de la France et de l'Europe et du monde. Et la France a une place et un rang singulier à tenir pour assurer la sécurité alimentaire mondiale et éviter que dans de mauvaises mains, l'alimentation devienne une arme. Quand vous avez autant d'aléas, comment faire face aux défis de l'alimentation? Et je voudrais l'illustrer simplement par 2 exemples. En 2023, l'Union européenne, du fait des effets de la sécheresse, s'est vue dans l'obligation d'importer à l'extérieur de ses frontières plus de 40 millions de tonnes de blé dur et plus globalement de céréales. Avec des pays tiers, comment aurions-nous pu assurer notre souveraineté alimentaire sans ces échanges? En 2022, quand la Russie décide d'agresser l'Ukraine, elle engage immédiatement un blocus des ports de la mer Noire avec un objectif simple, déstabiliser les marchés et donc nos marchés et mettre sous tutelle alimentaire russe un certain nombre de pays dépendants des autres pour se nourrir. Si nous n'échangeons pas avec les autres, si nous n'acceptons pas le commerce, comment ferions-nous pièce à ces stratégies mortifères? Donc les échanges, c'est un objet en de bonnes mains et sous certaines conditions qui peut être un objet de paix, de prospérité, de lutte contre les tentatives impérialistes d'un certain nombre de pays, et c'est un impératif contre les effets du dérèglement climatique. Et nous devons faire de ces accords des accords permettant à l'Union européenne de se constituer en puissance capable d'éviter les crises alimentaires. Et cela passe par la coopération, et la coopération passe par des accords. Deuxième ambiguïté, je ne laisserai jamais croire aux Français, et encore moins aux agriculteurs, que notre avenir agricole, économique et notre avenir tout court serait dans le protectionnisme exacerbé ou le repli sur soi. Et ce, pour une raison simple, c'est contre nos intérêts. Parce que nous sommes une puissance agricole et une puissance agricole exportatrice. En 2023, nos exportations hors Union européenne ont atteint 248 milliards d'euros. Et vous connaissez la part qui a été prise par l'agriculture en ce domaine. Nous sommes le sixième exportateur agricole mondial. Et donc nous avons besoin d'accords et d'accords équilibrés, j'y reviendrai. On ne peut donc pas être à ce point une puissance exportatrice et refuser le commerce par postulat. Et je voudrais rendre hommage au travail qui est fait par les ministres, en particulier Madame la ministre Primas, dans les travaux que vous menez avec la Chine, pour essayer de lever un certain nombre de contraintes en relation avec votre collègue, par exemple sur le cognac, parce qu'on voit bien à quel point cette dépendance, elle est importante et on a besoin de lever un certain nombre d'obstacles, avec la Chine et avec d'autres. Et donc on a besoin de continuer à travailler. J'ajoute que le sujet principal de l'agriculture française est sans doute une affaire d'abord de compétitivité, que le sujet nous fragilise d'abord en Europe. Pour notre agriculture, les distorsions de concurrence sont souvent liées à des choix nationaux dont il est long et difficile de sortir, j'en sais quelque chose, et la ministre Genevard aussi, mais qui continue aujourd'hui de produire des distorsions avec les autres pays européens. Et c'est bien là qu'il faut travailler, qu'il faut continuer à travailler conformément à la ligne de travail que nous avons essayé de tracer dans les dernières années. Troisième ambiguïté, ne soyons pas naïfs non plus, et ne sautons pas comme des cabris sur nos chaises en disant accord de libre-échange, accord de libre-échange, accord de libre-échange. Comme si par nature ils étaient gagnants ou vertueux par essence. Non, pour que ces accords soient équilibrés et acceptables, ils doivent permettre une meilleure prise en compte de nos normes environnementales et sociales au cœur des relations internationales. En matière d'agriculture, il s'agit d'un impératif d'équité à l'égard de nos producteurs qui sont engagés avec détermination, plusieurs d'entre vous l'ont dit, dans des trajectoires de transition, alors que leurs concurrents internationaux et les produits que nous importons en Europe et en France ne répondent pas aux mêmes exigences. Il s'agit de la question absolument essentielle de la réciprocité des normes. Ce mécanisme joue un rôle crucial, à la fois pour protéger les entreprises européennes, mais aussi pour leur ouvrir de nouveaux débouchés
Je pense à la reconnaissance mutuelle de standards et de certifications produits d'un accord de libre-échange avec le Japon ou le Canada, pour offrir aussi des garanties supplémentaires en termes de sécurité ou de qualité aux consommateurs et aux consommatrices, pour assurer le respect des normes environnementales, sociales ou sanitaires. L'accord avec le Canada, et je le dis d'autant plus tranquillement que l'accord avec le Canada, il a été conclu par le président Hollande. Et que donc, c'est un accord qui comporte un certain nombre de clauses, et en particulier un accord qui comprend des clauses sur la question de l'accord de Paris. Et puis, c'est un accord, plusieurs d'entre vous l'ont dit, les accords internationaux peuvent nous permettre de protéger nos richesses culturelles en valorisant et en faisant la reconnaissance de nos indications géographiques protégées, de nos AOC, de nos AOP, et de faire en sorte que les distorsions de concurrence ne viennent pas de pays qui produisent sans nos standards avec de fausses indications protégées. Autre pilier fondamental est celui des clauses miroirs. Ces dispositions, comme celles incluses dans l'accord de Nouvelle-Zélande, assurent que les produits répondent aux mêmes normes, globalement aux mêmes normes sanitaires ou phytosanitaires. Elles permettent aussi d'imposer des règles en matière de sécurité des produits, c'est le cas de l'accord avec le Japon. Elles permettent aussi de lutter contre la contrefaçon, et donc c'est un élément essentiel, y compris de lutte contre les distorsions de concurrence. Enfin, je voudrais souligner que la politique commerciale de l'UE représente aujourd'hui une force de soft power, comme on dit européen, nous permettant de faire la promotion de normes vertueuses avec nos partenaires sur un certain nombre de sujets. Les accords de commerce peuvent être et doivent être des outils au service des grandes transitions, en particulier au service des transitions climatiques et environnementales. Je voudrais citer l'accord avec la Corée, qui inclut un chapitre sur le développement durable, l'accord avec le Japon en 2019, qui a marqué un tournant dans l'engagement du pays à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat, l'accord avec le Vietnam qui inclut des clauses sur le respect des normes fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Les accords commerciaux, s'ils sont bien négociés, doivent permettre d'orienter un certain nombre d'harmonisations dans le sens de ce que nous faisons. Tels sont, selon notre groupe, les principes qui doivent fonder le libre-échange. Et ce sont aussi les raisons pour lesquelles le traité avec le Mercosur nous semble absolument inacceptable. Il apparaît comme une volonté incompréhensible de la Commission de sacrifier les secteurs économiques, comme l'agriculture, sur l'autel d'autres intérêts. C'est cela sans apporter des garanties de durabilité que j'ai pu évoquer à l'instant. Il ne contient aucune clause miroir. Les produits agricoles du Mercosur, tels que le bœuf, le poulet ou le soja, sont souvent issus par ailleurs, beaucoup d'entre vous l'ont dit et nous le partageons, de produits qui sont produits dans des conditions qui ne respectent pas nos standards. Et je ne reviens pas sur la question des surveillances sanitaires qui reste un sujet prégnant avec, à vrai dire, les pays issus d'un tel accord, mais aussi globalement à l'extérieur de nos frontières. Il faut qu'on puisse surveiller mieux à nos frontières ce qu'il passe, qu'il y ait des accords de libre-échange ou non. Parce que les accords de libre-échange, ce n'est pas ça qui freine le commerce. Une grande partie des poulets qui arrivent aujourd'hui viennent du Brésil et que je sache, il n'y a pas d'accord du Mercosur. Donc, ne croyons pas que ça empêche la concurrence déloyale. Et puis, je voudrais finir en disant que j'appelle à une révision profonde pour intégrer les révisions environnementales. Le message que nous voulons envoyer à nos partenaires et au peuple européen est simple, celui de notre unité, celle de notre Assemblée, dans notre diversité reconnaissable, pour refuser l'accord du Mercosur. Et c'est dans ce sens que nous soutenons le gouvernement. Je vous remercie. La parole est à monsieur Loïc Kervran pour le groupe Horizon et Indépendants. Une durée de 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. Dans cette ferme, on faisait encore attention aux bêtes, pas seulement pour l'argent, pour l'honneur aussi. Et parce que les bêtes ne sont pas des machines, on sent le chaud de leur corps et leurs yeux posés sur vous. L'hiver, elles dépendent pour les soins et la nourriture. Ça fait devoir. On les connaît et elles vous connaissent. Quand on rentre dans une étable bien tenue, l'odeur large des bêtes est bonne à respirer. Elle vous remet les idées à l'endroit. On est à sa place. Ces mots qui remettent les idées à l'endroit entre l'argent et l'honneur, je les emprunte à Marie-Hélène Lafon et son roman « Joseph ». J'ai voulu commencer par eux parce qu'ils disent la beauté de notre élevage français, la droiture et l'honnêteté de nos éleveurs, la beauté de leur métier et de nos campagnes. En prononçant ces paroles, je pense aux éleveurs du Cher. Ils sont fiers d'être éleveurs, fiers de se lever tôt, de travailler dur, de nourrir la France.
Et moi, je suis fier de les représenter, de représenter cette France-là. Alors, ces quelques minutes de discours, c'est pour eux. Et mon plus grand honneur serait qu'ils puissent se dire que ce sont eux qui parlent un petit peu à travers moi. Et si je prends la parole aujourd'hui au nom du groupe Horizon, c'est d'abord pour exprimer notre opposition ferme à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Et logiquement, nous soutiendrons la position du gouvernement, mesdames les ministres, pas parce que nous sommes contre le libre-échange, mais parce que ce traité, d'un autre siècle, au sens propre comme au sens figuré, indigne et révolte les éleveurs, les agriculteurs, la société française. Il m'indigne et il me révolte. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'idée que je me fais de l'agriculture. Ce n'est pas l'idée qu'Horizon se fait de l'agriculture. Regardons d'abord comment sont faits les produits que nous importerions avec des tarifs préférentiels si l'accord devait entrer en vigueur. La viande, du bœuf, des volailles dopées aux antibiotiques, avec des systèmes d'identification animale et de traçabilité brésiliens et européens différents, d'ailleurs seulement entre le dernier élevage et l'abattoir pour le Brésil. Les céréales, 138 des 178 pesticides utilisés au Brésil et en Argentine sur le maïs sont interdits en France. Je ne parle pas du bœuf aux hormones, car cela relève large partie d'un fantasme. Mais que dire aussi d'un système tout OGM, si éloigné de nos choix politiques. Et ensuite, il faut regarder dans quel type d'exploitation ils sont faits. Des fermes céréalières qui peuvent faire plusieurs centaines de milliers d'hectares, des structures d'élevage avec parfois 30 000 bovins dans une seule exploitation. Eh bien moi, je préfère notre modèle français d'une agriculture saine et durable, largement familiale, avec ces exploitations en moyenne de 70 hectares, ces agriculteurs qui font vivre nos territoires. Cet accord, ce n'est pas non plus l'idée que je me fais de l'avenir de notre planète. Ce n'est pas l'idée qu'Horizon se fait de l'avenir de notre planète. Le rapport Ambec, commandé par Édouard Philippe quand il était Premier ministre, pour mesurer les conséquences de cet accord. Et je tiens à le remercier et à souligner cette initiative qui a apporté de l'objectivité et de la transparence dans un processus qui, comme le rappelait ma collègue Pochon tout à l'heure, en manquait beaucoup. Ce rapport, il mettait en lumière une accélération de la déforestation annuelle de 5%. Est-ce vraiment là ce que nous voulons ? Faire raser des forêts à l'autre bout du monde pour importer des produits qui sont mieux faits ici en France ? Et puis il faut le dire aussi, voulons-nous vraiment faire traverser les océans à des tonnes de maïs, à de la viande ? On est tellement loin sur ces deux sujets du bon sens paysan, justement. Parce que cet accord, ce n'est pas l'idée que je me fais de l'Europe. Ce n'est pas l'idée qu'Horizon se fait de l'Europe. La Commission s'était engagée en 2018 devant le Conseil européen à ce que les accords déjà en négociation, comme ceux avec le Mexique, le Chili et celui-ci, le Mercosur, conservent leur caractère mixte. Et aujourd'hui, la même Commission, à travers une ruse, un subterfuge, une trahison, redécouperait l'accord pour s'exonérer du droit de veto de la France, pour contourner la volonté du peuple français. La question qui est posée aujourd'hui, à travers ce traité, est simple. L'Union européenne peut-elle se passer des peuples ? Peut-elle les piétiner en changeant les règles et en reniant les engagements passés ? Parce que chez Horizon, nous sommes profondément européens, je me refuse à y croire. Parce que cet accord n'est pas l'idée que je me fais de la souveraineté nationale, ce n'est pas l'idée qu'Horizon se fait de la souveraineté nationale. Ce serait une entaille grave dans la souveraineté alimentaire, via une fragilisation de nos exploitations sur de nombreux secteurs clés comme la volaille, l'éthanol ou la viande bovine. Et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, dans votre intervention, ce serait organiser la délocalisation de notre agriculture, comme si l'Europe n'avait rien appris des crises du Covid ou de l'Ukraine. L'accord avec le Mercosur, finalement, c'est une triple hypocrisie. La première, c'est de dire qu'il faut réduire la consommation de viande tout en augmentant l'importation de viande. Qui ne se révolterait pas devant une telle contradiction ? La deuxième, c'est que l'on peut se demander si nos producteurs de normes y croient vraiment. Veulent-ils vraiment protéger la santé des Européens, le climat, la biodiversité ? Comment le croire lorsqu'ils autorisent et encouragent la production en provenance de fermes-usines, sur fond de déforestation, traitées aux médicaments vétérinaires, aux pesticides interdits en Europe. La troisième, c'est qu'ici en France, nos agriculteurs font des produits de qualité, sains, en prenant soin de la nature. Nous leur demandons
et l'Union européenne, la même qui est prête à accepter les produits faits comme je vous l'ai dit, leur demande. Alors comment résoudre cette contradiction de l'exigence absolue et infinie envers nos agriculteurs d'un côté et du laxisme le plus total sur les conditions de production des produits agricoles importés de l'autre? En réalité, cette contradiction est insoluble, sauf à supprimer les normes européennes ou à renoncer à avoir des agriculteurs. Zéro agriculteur ou zéro norme. En France, je ne sais pas laquelle de ces deux solutions choisissent ceux qui soutiennent que le problème est le caractère non compétitif de l'agriculture française. Au-delà de cette question brûlante du Mercosur, je crois, chers collègues, que nous devons regarder en face les autres défis de notre agriculture. D'autres défis conjoncturels, comme la renégociation, modernisation de l'accord de libre-échange avec l'Ukraine. Mais d'autres défis aussi plus structurels. Assumerons-nous collectivement, nous représentants politiques, de défendre le modèle agricole français, si différent de celui de tant d'autres pays au monde? Il faut absolument, collectivement, se mettre d'accord sur le cap souhaitable pour notre agriculture, pour redonner des perspectives à nos agriculteurs. Mais, chers collègues, ce que je vois devant moi aujourd'hui, ce que j'ai entendu dans vos discours, moins l'unanimité, qui n'est pas totale, et puis le désaccord est consubstantiel à la démocratie, mais que cette façon de se retrouver sur l'essentiel, ça c'est l'idée que je me fais du Parlement et de la démocratie représentative. C'est l'idée qu'Horizon se fait du Parlement et de la démocratie représentative. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Paul Molac, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame les ministres, nous sommes amenés à débattre à propos de la déclaration du gouvernement sur les négociations en cours avec plusieurs pays d'Amérique du Sud réunis sous la bannière du Mercosur. Je dis cela car il s'agit bien de la déclaration du gouvernement. On sera pour ou on sera contre. Mais si on est contre le Mercosur, on sera donc pour la déclaration du gouvernement. Je tiens à le dire pour que les choses soient bien claires. Ce projet d'accord de libre-échange est souvent légitimement présenté comme un accord viande contre voiture. Le gouvernement a choisi de saisir l'Assemblée nationale de ce débat et de soumettre cette déclaration au vote. Nous saluons cette méthode. Au vu de l'importance du sujet, bien sûr, le Parlement se devait d'être consulté. Un petit regret, il eût été souhaitable que nous eussions votre texte au préalable. Je dois avoir ce soir une certaine unanimité et je vois que l'opposition au Mercosur fait ici l'unanimité. Ce n'est pas si courant. Nous sommes tous opposés à l'accord du Mercosur. C'est que nous en saisissons évidemment les conséquences potentiellement graves pour notre pays. Nous abordons ici le sujet de la souveraineté agricole, de notre alimentation. On peut se passer beaucoup de choses dans une journée, voire deux, voire une semaine. On ne peut pas se passer de manger. Et ça, c'est essentiel. Ce sont des besoins absolument essentiels. De santé publique, bien sûr, parce que derrière, notre alimentation est notre premier médecin. Et avec des produits phytosanitaires que certains dénoncent, parfois à juste titre. Et puis, bien sûr, des questions de respect de l'environnement. Les accords de libre-échange ne peuvent avoir pour conséquence de mettre plus en difficulté nos producteurs déjà en souffrance, ni porter atteinte à la qualité des produits achetés par les consommateurs en France. À l'heure où la révolte gronde à nouveau, il nous faut montrer notre soutien à un modèle et à un monde agricole en crise. La position de notre groupe ne souffre aucune ambiguïté. Nous sommes résolument défavorables à cet accord du Mercosur. Nous l'avons d'ailleurs toujours exprimé. Je tiens ici à souligner l'initiative transpartisane menée avec nos collègues Marie Pochon, Julien Dive, Loïc Kervonde, André Chassaigne, Sandrine Neuffer, Pascal Lecamp, François Ruffin ou encore Dominique Potier. J'ai également une pensée pour Frédéric Descrozaille et Sébastien Jumel avec lesquels nous avions entamé ce travail sous l'ancienne mandature. Cette mobilisation n'est pas nouvelle et si le sujet est aujourd'hui en haut de la pile avec un consensus général des forces politiques, relevons que c'est bien
au sein de l'Assemblée qu'il a été travaillé avec des représentants de tous les groupes de l'arc républicain. Pour revenir à ce projet d'accord, disons les choses simplement. Nous avons besoin de nourrir nos populations avec une alimentation de qualité, dans le respect des agriculteurs et de leur bien-être et dans le respect de l'environnement. Les producteurs doivent pouvoir percevoir le juste prix de leur travail. C'est le b.a.-ba. Notre rôle consiste à tendre vers ces objectifs d'une production alimentaire saine, durable et de qualité, et non à céder face au lobby d'une agriculture mondialisée. Ces accords de libre-échange élaborés au sein de la Commission européenne comportent des dispositions bien éloignées de nos préoccupations essentielles. Comment expliquer aujourd'hui à nos agriculteurs, à nos consommateurs, que des produits sud-américains vont être importés et commercialisés avec des normes sanitaires, sociales et environnementales bien inférieures à celles que l'on applique sur nos territoires ? Comment légitimer une nouvelle hausse des importations à l'heure où notre souveraineté alimentaire ne cesse de décliner ? Car rappelons, les nouveaux contingents ouverts pour la viande bovine ou la viande de volaille, pour le maïs, le riz, le sucre, se traduiront par un déclin des productions chez nous. Certains diront qu'il s'agit de 1,6% par exemple de la production européenne pour la viande bovine, 1,4% pour le poulet. Mais 1% de surproduction en agriculture, c'est 10% de prix en moins. On voit tout de suite le marasme que cela pourrait générer en fait chez nous directement. Comment justifier enfin qu'on accélère la déforestation en Amazonie pour vendre un certain nombre de produits et porter atteinte aux peuples autochtones ? L'enjeu est majeur aujourd'hui concernant l'avenir de nos sociétés, de notre planète. Nous ne pouvons laisser le pouvoir à la finance avec la spéculation foncière et la malbouffe. En matière alimentaire, la souveraineté doit être la règle. C'est tout simplement une question de bon sens. L'enjeu aujourd'hui est double. Il nous faut nous opposer à cet accord, protéger nos agriculteurs en nous opposant à la scission de cet accord. Un certain nombre de vous en ont déjà parlé, mais ça me paraît essentiel. La partie commerciale ne saurait se contenter d'un vote à la majorité qualifiée des membres de l'Union européenne. Dans un second temps, nous devons aussi créer les conditions d'une concurrence équitable et généraliser les clauses miroirs qui sont pour le moment absentes de l'accord. Je me permets également de profiter de ce débat pour rappeler notre souhait que la procédure du CETA avec le Canada puisse être valablement examinée au sein de notre Assemblée. Ce n'a pas encore été le cas. En conclusion, notre groupe votera évidemment en faveur de cette déclaration. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Eddy Casterman pour le groupe Rassemblement national. 5 minutes. La parole est à Mme Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Mesdames et Messieurs les députés. Compte tenu de l'heure tardive, je ne vais pas reprendre point par point les interventions de chacun d'entre vous, mais je voudrais vous dire quelques mots de conclusion. Dans ce projet d'accord du Mercosur, c'est évidemment l'agriculture qui en paierait le prix le plus lourd. Et nous devons nous concentrer sur ce point. Il paierait le prix le plus lourd parce qu'il ouvrirait le marché européen, qui est le Graal pour beaucoup de pays producteurs. Accéder au marché européen, c'est un honneur. Le ministre de l'Agriculture polonais a prononcé le mot d'ennoblissement. Accéder au marché européen, c'est un ennoblissement. Et ce marché, on ne peut pas y accéder à n'importe quel prix. On ne peut pas y accéder au prix de la dévastation des forêts. On ne peut pas y accéder au prix de la contamination par des produits qui sont interdits en Europe depuis des décennies parce qu'ils ont été jugés dangereux pour la santé humaine et dangereux pour l'environnement. On ne peut pas laisser y accéder à vil prix en permettant que le consommateur européen achète des produits à des prix cassés parce que le prix n'aurait pas répercuté tous les efforts que font nos propres producteurs pour une alimentation saine, vertueuse et respectueuse. Donc, pour toutes ces raisons, si nous acceptions
ce projet d'accord, ce serait véritablement une trahison de nos agriculteurs. Alors mes chers collègues, ce soir, c'est le choix de la responsabilité. On n'est pas tous d'accord, évidemment. On a des tas de raisons qui nous font considérer l'agriculture d'une façon plutôt que d'une autre. Mais ce soir, il y a un point sur lequel vous avez été unanimes. Vous avez tous dit à votre façon, que ce soit M. Bitot, je vais citer deux, trois députés que les autres ne m'en veuillent pas, mais M. Bitot qui a évoqué les conséquences sociales, ou M. Kervran ou M. Vermorel qui ont parlé de la beauté de l'élevage. Pour toutes ces raisons différentes, vous avez tous dit non, non à ce projet d'accord au Mercosur. Alors ce soir, et j'en terminerai par là, la France, par le vote que vous allez avoir ce soir, va être regardée particulièrement. Elle va être regardée et nous avons l'espoir qu'elle soit imitée. Alors, chers collègues, ce soir, unanimement, disons non à l'accord du Mercosur, non pas pour soutenir le gouvernement, mais pour soutenir nos paysans. Je vous remercie, Madame la Ministre. Voilà, levée de bouclier contre le traité Mercosur. On a entendu les arguments successifs des différents orateurs des groupes politiques. Et maintenant, c'est l'heure du vote. L'Assemblée nationale se prononce sur le traité Mercosur. Voici le résultat du scrutin sur la déclaration du gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur. Nombre de votants, 555. Nombre de suffrages exprimés, 554. Majorité absolue, 278. Pour 484, contre 70. L'Assemblée nationale a approuvé la déclaration du gouvernement. Prochaine séance ce soir à 22 h sur un débat sur le thème politique de prise en charge de la dépendance. La séance est levée. Je vous remercie. Voilà, vote très large de l'Assemblée nationale sur ce projet de traité Mercosur, rare sujet de consensus en ces temps politiques troublés. Seule la France insoumise a voté contre, réclamant l'abandon pur et simple de ce projet d'accord. Alors c'est un vote consultatif, mais il est très symbolique, d'autant que le lendemain, dans la foulée de ce vote, eh bien, les sénateurs ont eux aussi, à une très large majorité, rejeter le Mercosur. La bataille n'est pas terminée, elle va se poursuivre à Bruxelles où la France tente de rallier des pays à sa cause. Il faut savoir que pour être signé, ce traité doit recueillir une majorité qualifiée, c'est-à-dire 15 États sur 25, et ce n'est pas encore gagné. La séance est levée, on se retrouve très vite sur LCP. Ciao, ciao.